Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Economicon. On ne peut pas dire que le libre-échange soit aujourd'hui perçu d'un bon œil par les opinions publiques. Non, il est souvent associé à des images de délocalisation, de pollution, de déforestation, de travailleurs exploités à l'autre bout du monde, d'évasion fiscale, bref, de dumping de toutes sortes et d'images de conteneurs, symboles de cette mondialisation. Mais dans cette première partie, on va mettre un petit peu tout ça de côté, et je vais surtout vous parler des grandes lignes de la théorie économique qui servent à justifier le libre-échange et des critiques qu'on peut lui opposer pour déjà savoir un petit peu de quoi on parle. Et on reviendra ensuite dans une autre vidéo sur la façon dont est organisé le libre-échange pour essayer d'en déterminer le but. C'est parti. Le libre-échange n'est pas une idée nouvelle. Depuis 1701, des penseurs recommandent sa mise en place dénonçant les rentes et les monopoles artificiels créés par le protectionnisme et le mercantilisme et souhaitent une division internationale du travail. Adam Smith écrivait dans son livre sur la richesse des nations: dans tout pays, l'intérêt général est et doit être qu'on puisse acheter les marchandises dont on a besoin là où elles se vendent le meilleur marché. Cette phrase a inspiré David Ricardo, considéré comme le père du libre-échange, pour sa théorie des avantages comparatifs, qui est encore aujourd'hui un des arguments les plus solides en faveur du libre-échange. En gros, David nous dit qu'un pays a intérêt à se spécialiser dans les productions pour lesquelles il dispose de la productivité la plus forte relativement aux autres pays. Pour expliquer cela, il donne l'exemple d'un monde fictif, composé uniquement de l'Angleterre et du Portugal, qui fabriqueraient chacun de leur côté du vin et des draps de qualité égale. Chaque pays ayant besoin de une unité de chaque produit. L'Angleterre a besoin de 100 heures de travail pour fabriquer ses draps et de 120 heures pour le vin, et le Portugal a besoin de 90 heures pour les draps et 80 heures pour le vin, leur population étant ainsi entièrement occupée. Oui, c'est un monde fictif. Que se passe-t-il maintenant si ces deux pays choisissent de commercer ensemble, et que l'Angleterre se spécialise dans la production de draps et le Portugal dans la production de vin, c'est-à-dire dans les produits où ils sont les plus productifs l'un par rapport à l'autre? L'Angleterre utilise alors 200 heures de travail pour produire les 2 unités de draps nécessaires aux deux pays et gagne 20 heures qu'elle n'a pas utilisées pour produire du vin. S'il les utilise pour produire des draps, le solde se porte donc à 2,2 unités produites. Selon la même logique, le Portugal utilise 160 heures pour produire les 2 unités de vin et en gagne 10, ce qui porte le solde de production de vin à 2,125 unités. On peut voir ici que le simple fait d'échanger des produits pour lesquels les pays sont les plus productifs a permis d'augmenter la production mondiale, sans qu'il y ait de modification des facteurs nationaux. La spécialisation permet d'augmenter la productivité au niveau mondial, et donc la richesse produite dans chacun des pays, et ce même dans un système où l'Angleterre a été placée délibérément en situation désavantageuse par rapport au Portugal. Cet exemple devait justement servir à rassurer les protectionnistes qui craignaient que toute la production se délocalise dans les pays à faible coût de main-d'œuvre si on devait supprimer toutes les barrières douanières et opter pour l'ouverture au libre-échange. Car oui, même si les pays ont des coûts de main-d'œuvre moins élevés, ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de tout fabriquer de la manière la moins chère possible, et de toute façon ils ne peuvent pas tout produire, laissant ainsi beaucoup d'activités disponibles dans les pays à plus haut revenu. Mais c'est surtout par la baisse des prix et l'augmentation des exportations que le libre-échange peut créer plus d'emplois qu'il n'en supprime par les délocalisations de certaines activités. Prenons l'exemple, fictif à nouveau, d'un fabricant français qui vendrait des vestes à 70 € sur le marché français. Pour protéger le secteur textile et ses employés de la concurrence de l'étranger, le gouvernement français a mis en place des taxes à l'importation de textiles protégeant notre fabricant. Les effets supposés positifs de cette taxe sont facilement visibles. On peut voir les usines, compter le nombre d'employés, estimer le chiffre d'affaires et s'en féliciter. Autant d'éléments que notre fabricant mettra en avant si on avait l'idée de supprimer les droits de douane qu'il protège. Quoi? Ah bah non, là je serais obligé de supprimer l'usine et de virer tout le monde. C'est pas ce que vous voulez, non? C'est alors que les tenants du libre-échange s'empressent de faire remarquer que notre fabricant profite en fait d'une rente au détriment des consommateurs et de la société entière. En effet, il empêche les consommateurs de se procurer des vestes venues de l'étranger de même qualité, mais vendues 20 € au client final. Bien que la suppression du droit de douane entraînera effectivement la fermeture de l'usine et la suppression de 1000 emplois, la société a tout intérêt à autoriser ces importations, car alors les consommateurs français pourraient acheter des vestes à 20 € et utiliser les 50 autres à autre chose. Ils peuvent soit acheter plus de vestes, soit des vestes de meilleure qualité pour le même prix qu'avant, ou les dépenser dans n'importe quelle autre activité. Ces importations vont en fait augmenter le pouvoir d'achat des Français de 50 € et créer de nouveaux emplois plus utiles à la société. Vous allez me dire, il y a encore 20 € qui foutent le camp du pays. Oui mais non, pas entièrement. 20 € dans notre exemple, c'est le prix final au consommateur, qui intègre le prix des marchandises à l'importation, mais aussi les coûts de transport, de distribution, etc. Si bien qu'on estime qu'un produit importé peut générer tout de même 40% de l'activité qu'il aurait généré s'il avait été produit sur le territoire national. Ce qui nous donne ici 8 € d'activité en France et 12 € qui s'en vont dans le pays producteur. Eh bien ces 12 € vont quand même finir par générer de l'activité en France. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Car de notre importation résulte une dispersion de la monnaie euro à l'international.
soit parce que le producteur a accepté d'être payé en euros, et alors un jour ou l'autre, il faudra bien qu'il se serve de ces euros, soit il veut être payé en monnaie locale ou en dollars, très utilisés dans les échanges internationaux, et alors notre importateur va devoir passer par le marché d'échange et échanger ses euros contre n'importe quelle monnaie dont il a besoin avec un autre acteur économique qui a besoin d'euros et ne sait pas quoi faire de ces autres monnaies. Donc, même si 12 euros foutent le camp par les importations, ils finissent tôt ou tard par revenir pour générer des exportations, et donc du boulot. C'est pour ça qu'on dit que les importations financent les exportations. Oui, alors, petite parenthèse, dans le cas de l'euro c'est un petit peu particulier. Vous avez dû remarquer que la France partage sa monnaie avec 18 autres pays, si bien que les importations d'un pays A peuvent très bien entraîner des exportations dans un pays B. Ou dit autrement, le déficit abyssal de la balance commerciale en France participe en fait à faciliter les exportations de l'Allemagne et des autres pays de la zone euro. Mais bref, si vous avez bien suivi, il y a surtout deux prérequis très importants pour que le libre-échange ait les effets positifs décrits. Il faut que la qualité des produits soit la même, ou supérieure, et il faut que le prix baisse. Dit plus généralement, il faut que le rapport qualité-prix final au consommateur des produits importés soit meilleur que les produits nationaux. Sans même prendre en compte des considérations relatives au dumping, on peut remarquer qu'il y a déjà une couille dans le pâté. Ricardo, lorsqu'il a établi son raisonnement, se basait surtout sur les coûts de production et espérait que leur baisse se répercuterait sur les prix de vente par le jeu de la concurrence. Alors le petit problème, c'est que pour obtenir une concurrence pure et parfaite qui aurait les effets souhaités par Ricardo, le marché doit remplir un certain nombre de conditions qui sont franchement loin d'être acquises. Notamment la transparence de l'information, qui suppose que tous les acteurs d'un marché aient accès à toutes les informations relatives à ce marché en temps réel. Mais quand on voit le tohu-bohu général des industriels de l'agroalimentaire, dès qu'on veut indiquer qu'un produit contient ou non des OGM par exemple, on se rend compte qu'on est vraiment très loin de la transparence nécessaire pour que les acheteurs puissent faire des choix conscients. La concurrence parfaite nécessite aussi l'atomicité des acheteurs et des vendeurs pour qu'aucun ne puisse profiter d'une position dominante sur un marché. Mais il se trouve que le commerce international, notamment tout ce qui est matières premières, produits agricoles, etc., est aujourd'hui dominé par des multinationales, qui sont le plus souvent en situation d'oligopole sur leurs produits respectifs. Dans les années 70, les 5 plus grands grossistes en viande dominaient seulement 25% du marché. Aujourd'hui, les 4 plus importants le contrôlent à plus de 80%. C'est le même phénomène avec le porc. Cette situation d'oligopole peut conduire à des ententes sur le prix, à un partage du marché, mais surtout à de la spéculation. Et là-dessus, je vous invite à voir ce documentaire sur le métier des négociants internationaux qui achètent et revendent ces produits. Vous pourrez ainsi voir leur utilité, mais aussi leurs dérives. Par ailleurs, pour un grand nombre de produits manufacturés, il semble que la régulation par le marché ne soit vraiment pas très efficace pour faire baisser les prix. Je ne crois pas être le seul à penser que c'est un entubage total de payer un jean 100 € alors qu'il est fabriqué au Bangladesh dans des conditions écologiques tout à fait merdiques par un gosse qui gagne 15 balles par mois. Une chose très importante que Ricardo n'a pas pu prendre en compte à son époque, c'est l'impact du marketing dans la détermination du prix d'un produit. N'oublions pas que notre jean vendu 100 € est estampillé Levi's, par exemple. Si c'était du Carrefour ou du Tati à 100 €, est-ce que vous l'achèteriez? Non. Non. Et pourquoi? Et attention, il faut que ce soit un yaourt dans la vie. In the life. J'aimerais qu'on valide la densité du verre de la pelouse. Maintenant. Très bien. Le miracle de la publicité permet de construire une image de marque qui va modifier la qualité perçue d'un produit par le consommateur, et donc le prix qu'il est prêt à payer pour l'obtenir. Panier de Yoplait, plus qu'un yaourt, c'est un dessert. C'est ce qu'on appelle en marketing le prix d'acceptation. On va s'attarder un instant sur cette notion. Ce prix d'acceptation est défini de façon complètement subjective par des consommateurs qui participent à des panels ou à des sondages. Ils donnent un prix minimum, en dessous duquel ils considèrent que le produit est de mauvaise qualité, et un prix maximum, au-dessus duquel ils considèrent que le produit est trop cher. Ces données sont ensuite compilées pour donner une zone d'acceptabilité. Et c'est dans cette zone d'acceptabilité que vous trouverez par un habile calcul de pourcentage, soit le prix pour lequel vous aurez le plus d'acheteurs potentiels, si vous voulez maximiser le chiffre d'affaires, soit le prix pour lequel vous gagnerez le plus d'argent, si vous voulez maximiser la marge. Ce n'est pas forcément le même. Comme ces méthodes de calcul sont utilisées par toutes les entreprises et qu'elles constatent qu'en dessous d'un certain prix leur vente diminue pour leurs produits, eh bien les prix restent élevés par rapport au coût de production, malgré la concurrence, et sans pour autant qu'il y ait d'entente sur ces prix. D'autant que ces entreprises se sont cassées le cul, elles ont investi des millions d'euros pour se construire une image de marque, faut bien qu'elles proposent un prix en cohérence avec leur positionnement marketing, sinon ça n'aurait pas de sens. Her kiss, her smile, her perfume.
En ce moment, retrouvez le parfum Chanel numéro 5 et son fascicule à 1,50 € chez votre marchand de journaux. Ce prix d'acceptation vous guide tous les jours dans vos achats. Par exemple, si vous voyez une personne qui prétend vendre un jean de super qualité et que le prix c'est 10, 20 €, même à 30, vous allez lui dire « Écoute mon gars, là je crois que tu me prends un peu pour un con ». C'est cela, oui. Pareil, si c'est un jean de marque vendu 10 €, vous allez penser que c'est une contrefaçon. À ce prix-là, tout ça c'est de la contrefaçon, on est d'accord. C'est cela, oui, certainement. En revanche, si dans le magasin d'à côté, ils vous vendent un jean Levi's en promotion à grand renfort de prix barré et de cartons fluo affichant des réductions, moins 30% à saisir, etc., vous allez payer votre jean 70 € avec en plus le sentiment d'avoir fait une bonne affaire. Alors que si ça se trouve, c'est le même que celui à 10 balles dans la rue. Quoi? Mais comment faire pour le savoir? J'en sais rien, moi je suis pas expert en jean. Et voilà. Du coup, on se réfère tous à des éléments extrêmement subjectifs comme le prix, la marque, l'emballage, etc. Alors forcément, les niveaux de prix se hiérarchisent en fonction de la qualité perçue du produit, indépendamment des coûts de production, si bien que même si ce serait rentable, on ne vous vendra jamais un jean de qualité à 10 ou 20 balles parce que tout le monde prendra le vendeur pour un menteur. Puis bon, vous êtes prêt à le payer 100 balles, on va quand même pas vous forcer à acheter moins cher. On va pas quand même dépenser si peu. C'est ainsi que M. Amancio Ortega s'est hissé à la place de la deuxième fortune mondiale, boosté par les revenus de sa société Zara, qui a enregistré un chiffre d'affaires de près de 20 milliards de dollars en 2014, avec une marge bénéficiaire de 50%. Ainsi, la concurrence ne peut pas jouer son rôle dans ces conditions, et comme aucun moyen n'est mis en place ni pour contrôler la qualité ni pour faire baisser les prix, on subit les délocalisations sans obtenir la compensation prévue. Ce qui fait en quelque sorte que le libre-échange tel qu'il est pratiqué est un déplacement de la rente des industriels nationaux autrefois profiteurs du protectionnisme vers les intermédiaires internationaux entre les industriels du Sud et les consommateurs du Nord. Mais vous inquiétez pas, ça marche aussi du Nord au Sud selon les produits. Par exemple, les contribuables français sont taxés d'un peu plus d'une vingtaine de milliards d'euros par an pour financer l'Union Européenne, qui en reverse une douzaine aux agriculteurs sous la forme des subventions de la PAC. Ce qui leur permet de supporter les prix fixés par les cours mondiaux, maintenus délibérément bas à la fois par une politique de surproduction et par les gros acteurs du négoce de produits agricoles, type Cargill et autres, qui arrivent à influer sur les prix, et qui se font une joie d'acheter ces produits à des prix en dessous de leur coût de production pour aller en inonder le marché des pays du Sud à vil prix, tout en pouvant encore réaliser un confortable bénéfice. On se demande vraiment si c'est les agriculteurs qu'on subventionne. Ouais, peut-être pas, hein. Aux États-Unis, ça marche comme ça depuis longtemps, et c'est ainsi qu'après la signature des accords de libre-échange de l'ALENA en 1994, la petite et moyenne agriculture mexicaine a rapidement été éliminée suite au déferlement de produits agricoles états-uniens ultra subventionnés sur leur marché, détruisant au passage plus d'1,5 million d'emplois dans ce secteur. Si beaucoup ont sombré dans la pauvreté et parfois même le crime organisé, notamment le trafic de drogue, l'enjeu de cette guerre, le contrôle de la porte d'entrée de la drogue vers les États-Unis. une partie de cette manœuvre disponible a eu la chance d'aller se faire exploiter par les usines états-uniennes qui ont délocalisé pour profiter d'eux, supprimant du même coup plus de 700 000 emplois industriels aux États-Unis. Sans compter bien sûr l'afflux massif de clandestins qui fournissent toujours une main-d'œuvre docile et pas chère aux entreprises états-uniennes proches de la frontière mexicaine. Les grossistes en viande comme IBP, National Beef et Montfort ont commencé à recruter activement au Mexique. Les entreprises passaient des annonces à la radio et dans les journaux. IBP a organisé un service d'autobus pour amener les travailleurs du Mexique aux États-Unis. Pendant des années, le gouvernement a fermé les yeux sur le recrutement des immigrants illégaux par les géants de la viande. Mais depuis l'avènement du mouvement anti-immigration, son attitude a changé. Mais les autorités ne s'attaquent pas aux entreprises. Elles s'en prennent aux travailleurs. Alors que le Mexique était autosuffisant avant la signature de l'ALENA, 14 ans plus tard, il importe 40% de ses besoins alimentaires. Par ailleurs, on est passé de 14 millions de pauvres à plus de 50 millions, dont 20 millions en situation d'extrême pauvreté. Quant aux salaires, ils atteignaient à peine en 2010 leur niveau de 1980. On pourrait encore s'étaler longuement sur les effets théoriques du libre-échange qui ne se produisent pas entièrement dans la réalité ou qui au moins n'ont pas les effets positifs souhaités. Comme par exemple, la supposition que les pays à faible coût salariaux se spécialisent dans les produits de basse qualité ou nécessitant beaucoup de main-d'œuvre, et que les pays à haut revenu fabriquent des produits de haute technologie. Or, si un grand nombre de ces produits de haute technologie sont effectivement conçus au nord, leur fabrication est rapidement standardisée et donc délocalisée ou automatisée, ce qui n'aide pas beaucoup à faire baisser le chômage.
Ou encore cette idée que l'augmentation générale de la productivité dans les pays low cost aboutira obligatoirement à une augmentation générale des salaires proportionnels, empêchant ainsi qu'un pays ait à la fois une forte productivité et des coûts salariaux très faibles, qui viendraient concurrencer déraisonnablement les pays développés. Or, c'est justement sur cet écart que la Chine a bâti sa prospérité de ces 30 dernières années, au détriment de sa population. Ce n'est que récemment que les salaires ont commencé à augmenter et que la Chine se tourne vers son marché intérieur pour alimenter sa croissance, car les exportations ne suffisent plus à engloutir la masse énorme de produits qu'ils fabriquent. Enfin, les règles actuelles du libre-échange, qu'on détaillera au prochain épisode, ne prennent absolument pas en compte les distorsions de concurrence entre les pays, transformant l'absence de protection sociale, environnementale ou sanitaire en avantage comparatif. À ce compte-là, pourquoi pas droguer les travailleurs pour qu'ils soient plus productifs pendant qu'on y est? Ah. Bon. On est quand même très loin du sens qu'avait donné Ricardo aux avantages comparatifs, qui est plus celui d'une habileté particulière du travailleur ou d'un avantage climatique. D'ailleurs, l'exemple de début de vidéo pour expliquer cette théorie avec le Portugal et l'Angleterre qui s'échangent des draps et du vin ne sert qu'à montrer que le libre-échange est plus efficace que l'autarcie, il n'y a qu'à voir la Corée du Nord. Mais rien de plus. Or, les promoteurs contemporains du libre-échange s'en prévalent pour présenter cette politique comme une coopération sympathique entre pays qui mettent leurs forces en commun pour le plus grand bien de leur population et de la paix dans le monde, et ainsi justifier la suppression de toutes les barrières douanières, alors que rien ne prouve qu'entre ces deux extrêmes, de l'ouverture totale et de la fermeture totale, il n'y ait pas un juste milieu plus efficace, selon chaque produit et chaque pays avec lequel on commerce, afin de se rapprocher le plus possible d'une concurrence juste et non faussée pour favoriser le développement économique. Alors vous allez me dire, c'est quoi le but de se prévaloir d'une théorie économique si au final on ne fait aucun effort pour l'appliquer correctement? Peut-être que les promoteurs du libre-échange se foutent en fait pas mal du développement économique et de l'amélioration du niveau de vie des populations à travers le monde, et que le vrai but est sans doute un petit peu moins vendable au public. Mais ça, c'est ce que nous verrons au prochain épisode.